Salut ma belle bande de BG ténébreux. Alors quand j'ai fait mes recherches pour l'affaire du dernier épisode, je suis tombé dans un rabbit hole et il y a eu plein d'autres affaires suédoises qui sont arrivées sur moi comme raconte-nous. Donc il y aura encore 2 épisodes là-dessus et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais en faire 3. À la base c'était censé être des affaires qui sont trop petites pour un épisode, mais en fait ça va encore être 30 fois trop long dans quoi je m'embarque. Alors ça se prononce Åmsele, c'est un petit village dans le nord de la Suède, à 2 heures de Piteå d'ailleurs, qui doit sans doute se prononcer Piteå du coup. Åmsele c'est quand même moins au nord, c'est dans le comté de Västerbotten, qui est lui le second comté le plus au nord. Notre protagoniste c'est Nikita Bergenström, aka Juha Veikko Vaislakala, aka Juha Veikko Valdemar Ahonen, aka Nikita Joachim Fugantin, j'ai rien compris, il a beaucoup trop de noms. Il en a changé plusieurs fois après sa condamnation, c'est-à-dire que c'est un Finlandais, même si le crime a été commis en Suède. Et la langue finlandaise, c'est encore plus satanique que le suédois. Genre ce mot-là, il me fait peur. Donc on va juste l'appeler Nikita, même si c'est un homme comme Nikita Khrouchtchev. Il est né en 1965 à Pori, sur la côte finlandaise, et j'ai très peu d'infos sur son passé. Je sais qu'il a grandi à Mikkeli, en Suède, avec sa mère. Il a toujours été très suédois, hein. L'affaire se passe en Suède, et lors d'une de ses libérations, on va le voir plus tard, il portait un t-shirt à l'effigie de la Suède. Donc peut-être qu'en se renommant Bergenström, il a voulu suédifier son nom, je sais pas. Dès l'âge de 15 ans, il commence à voler des voitures, jusqu'à être enfermé dans une prison pour mineurs à Kerava. À savoir qu'il a eu également des petites condamnations, dont certaines en Suède. Et qu'il a volé des voitures avec sa copine, qui va être importante dans l'histoire, une certaine Marita Ruutalami. Et il s'est finalement retrouvé emprisonné à la prison de Turku, une des plus grandes villes de Finlande. Il a été libéré en 1988 à l'âge de 22 ans, et c'est là que commence notre histoire. Nikita décide à sa libération de monter dans le nord pour rejoindre la Suède, avec Marita qui a alors 21 ans. Le 3 juillet, il s'arrête par hasard dans le village d'Åmsele, et dans quelques heures sur la place principale de la ville, en face de l'église. Après quoi ils sont partis se promener et la nuit est tombée. Ma copine de l'époque a dit qu'elle ne pouvait pas marcher. J'ai attrapé mon vélo pour pédaler jusqu'au parking. Un couple a couru après nous. À ce moment-là, mes nerfs m'ont totalement lâché et j'ai sorti le fusil. Potentiellement une citation mal traduite, j'ai dû changer 2-3 mots pour que ça ait un sens, et ce témoignage n'est qu'une partie de la vérité. En vérité, il a volé un vélo dans la ferme d'une famille, les Nilsson. Dans la ferme, tout le monde est éveillé et le fils vient même de rentrer. Les Nilsson les ont aperçus à leur fenêtre et ils ont même toqué au carreau pour les faire partir. Enfin, ce qu'ils ont fait, mais avec le vélo du coup. Le fils de 15 ans, Fredrik, et son père, Sten, sont à leur sortie, ont démarré la Volvo familiale et se sont lancés à leur poursuite jusqu'au cimetière du village. Cimetière du village où Nikita et Marita s'étaient cachés. Mais Nikita est sorti de ses gonds et a pointé un fusil de chasse à canon scié dans la direction de ses poursuivants, leur ordonnant de se mettre au sol. Mais ça ne lui a pas suffi, Nikita leur a tiré tous les deux dessus, les tuant sur le coup. Et les tirs se sont potentiellement entendus dans le village. Et plus tard, la mère, Ewa Nilsson, peut-être alertée par les tirs, est venue elle aussi. Quand elle a aperçu Nikita, elle a pris la fuite, mais celui-ci l'a poursuivi avec un couteau et son fusil. Il lui a tiré 3 balles dans la tête et l'a ensuite égorgé. Ils se sont ensuite enfuis à bord d'une autre voiture volée. Et c'est ainsi que Nikita, qui s'appelait toujours à l'époque Juha Vaiskala, et Marita Ruutalami sont devenus les personnes les plus recherchées des pays nordiques et même d'Europe pendant une semaine. Cette affaire-là a aussi beaucoup fait la une des journaux en Suède, mais de toute façon, la cavale n'a pas duré longtemps, et à cause d'un autre vol de voiture, ils ont été arrêtés à la gare d'Odense, au Danemark. Voilà, le problème de cette affaire, c'est que j'ai rien du tout sur l'enquête. Après expertise, le tribunal suédois a dit qu'il était apte à être jugé, bien qu'étant un psychopathe apparemment. Nikita fut condamné à la perpétuité et Marita à 2 ans pour complicité, et ils ont ensuite été déplacés en Finlande. Mais l'histoire s'arrête pas du tout là, parce que Nikita a essayé de s'évader 10 fois. Littéralement, j'aurais pu parler de lui dans cette ancienne vidéo, à part qu'avec lui, c'est jamais des évasions très concluantes. Je vais vous résumer ça rapidement. En 89, sa nouvelle meuf a fait passer en contrebande une arme dans la prison, mais il a quand même pas réussi à s'évader, et il est retourné à la prison de Turku. En 91, il a voulu s'évader avec une corde, mais il a même pas eu le temps de la lancer sur le mur pour escalader. En 94, il a pris en otage le professeur d'anglais de la prison, s'est enfui en voiture, mais a été rattrapé 3 heures plus tard, et du coup, il a mangé 3 ans de prison supplémentaires. Bon, a priori, il s'en fout puisqu'il a pris perpète. En 97, il est retourné une 3e fois à Turku et a essayé de s'y évader. Il est monté sur le toit, mais a été rattrapé. La 3e fois ne fut pas la bonne. Et en 2002, avec sa nouvelle épouse, Minna Huttunen, il a profité d'une permission de 2 jours avec elle pour ne pas revenir. Bon,
j'ai pas mal d'infos sur cette évasion-là, mais c'est compliqué. En gros, sa meuf devait être transférée avec lui à Oulu, et à la fin de la permission qu'ils ont donc passée ensemble, ils ont téléphoné au directeur de la prison d'Oulu, qui leur a dit que finalement Mina était transférée ailleurs, et pour protester, ils ont juste choisi de pas revenir. Apparemment, l'objectif était juste de partir quelques temps et de revenir à la fin de l'été. Genre, t'imagines le mec qui revient en prison en mode oui, je me suis évadé, mais je suis de retour. Mina a éclaté en sanglots quand elle a entendu parler de ça. Ce genre de choses ne m'affecte pas tant que ça, parce que je ne crois jamais en ces gens. Mais Mina est une gentille campagnarde. Enfin, après ça, c'est sa version, parce que le directeur de sa prison a dit que c'était planifié depuis 3 ans à son avis. Ensuite, ils sont retournés en Suède, la police locale a sorti les grands moyens, avec beaucoup d'hommes et des hélicoptères, et les routes ont été fermées. Il s'est retrouvé bloqué et a été arrêté, après 6 jours de cavale. Les policiers ont été prévenus notamment par Mona, une Suédoise de 43 ans, qui les a aperçus en train de s'introduire dans sa ferme la nuit, et a cru à un simple vol de voiture. Ils ont pu relier ça avec Nikita, non pas grâce aux policiers finlandais, mais aux journalistes de Aftonbladet, un journal suédois. J'en profite pour leur placer un SO, car c'est très dur de trouver des infos sur ce genre de vieilles affaires, et eux ils ont beaucoup d'articles détaillés, même beaucoup trop. C'était ma principale source pour l'épisode précédent et celui-là. Et il a gagné 5 ans de prison supplémentaires. Et c'est pas fini. En 2004, la meilleure année du monde, il a essayé de s'évader en escaladant les murs de la prison, mais s'est fait repérer. En 2006, il a demandé à être gracié, ce que la présidente finlandaise Tarja Halonen a refusé, surtout qu'il avait essayé de s'échapper déjà quelques mois avant. Les policiers l'avaient retrouvé quelques jours plus tard dans un appartement à Helsinki, la capitale, en compagnie d'une femme. Il aura ensuite tenté de se suicider dans sa cellule, ce qu'il a réfuté plus tard. Bon, au moins il a essayé, on peut pas lui reprocher d'être resté inactif. Mais, plot twist, la loi a changé en 2007 et il a été libéré. Je sais pas comment c'est possible. Bon, il changera jamais et il est retourné en prison quelques mois plus tard pour beaucoup de raisons. Vol, délinquance, conduite en état d'ivresse, menacer des policiers avec une fausse arme et foutu le feu à l'appart de sa meuf pour régler un différend avec elle. C'est une solution. Après, je vous avoue que je sais pas de quelle meuf il s'agit, et étant donné qu'il a été marié 7 fois, la vie de ce mec c'est un bordel. Par contre, ses multiples antécédents n'ont visiblement pas aggravé ses nouvelles peines de prison, il a juste tué 3 personnes et s'est évadé 8 fois. Finalement, il a encore essayé de s'échapper 2 fois, mais il est toujours en prison depuis 2019. Pour cette seconde histoire, nous nous rendons à Halmstad, une petite ville de 55 000 habitants au sud-ouest du pays. Halmstad est située sur la côte, à l'embouchure de la Nissan, aucun rapport, c'est le fleuve local, qui est important dans l'histoire. Voilà, ça a l'air très beau, très sympa, une ville où il fait bon vivre, avec quand même quelques personnes qui ont envie de mourir de froid. Ouais, apparemment la ville est connue pour sa plage, c'est pas le bon pays pour faire ça les gars. D'ailleurs, nous sommes le 30 décembre 2002, c'est l'hiver, c'est la période des fêtes, et la rivière est gelée. Ce jour-là, 2 enfants américains de passage, une fille de 13 ans et un garçon de 10, jouent au bord du fleuve, mais ils vont faire une macabre découverte. À la surface de l'eau, ils aperçoivent quelque chose qui a rien à faire là, une tête humaine. Super ambiance. Pour comprendre ce qui s'est passé, il va falloir évidemment retourner en arrière, mais seulement de quelques jours. Le 27 décembre 2002, à Halmstad vivent Marcus Noren et sa mère Agneta, il y a également un père, Lennart, et une sœur dont je sais pas grand chose. Marcus est un étudiant en informatique de 22 ans qui est en train de se sortir de la dépression. Il vit toujours chez sa mère, mais s'apprête à emménager dans son premier appartement. Très fan de jeux de rôle, beaucoup d'amis dans ce cercle, et est décrit comme gentil et un poil naïf. Le but de jeux de rôle, c'était plus ou moins de se déguiser en vampire apparemment, j'ai rien compris, et il est le chef du club local. En parallèle de ses études, il travaille dans un vidéoclub en ville. Il a aussi une petite amie. Ce matin-là, Agneta, la mère de Marcus, doit aller à Malmö. Alors j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est la 2e ou 3e ville de Suède, tout au sud du pays. Pas très loin de Halmstad, mais quand même dans la province d'à côté, la Scanie. On sait pas pourquoi elle doit s'y rendre, mais elle dit quand même au revoir à Marcus qui fume une clope sur le balcon. Mais avant de partir, elle a quand même un petit pressentiment, légère anxiété, et elle propose, s'il veut, qu'il l'accompagne. Elle a bien fait, même si Marcus a refusé, car, vous l'avez deviné, c'est la dernière fois qu'elle le voit vivant. Quelques jours plus tard, Marcus va être porté disparu, et le 30, sa tête va être retrouvée dans la Nissan. Des policiers vont donc être appelés, il va y avoir des techniciens, des maîtres chiens, des pompiers, des plongeurs, et même des secouristes. Des trous vont être creusés dans la glace, et ils vont aussi retrouver les 2 jambes. Ils ont essayé de localiser son téléphone, mais ça n'a mené à rien qui puisse faire avancer l'enquête. Ils savent pas quel outil a découpé le corps et à quel moment la rivière s'est mise à geler. La dernière fois qu'il a été vu, c'était dans la nuit du 27, devant le restaurant La Cucaracha, où il n'a pas pu entrer car c'était fermé. Les policiers se sont demandé si le meurtre pouvait avoir un lien avec le jeu de rôle sur les vampires, car certains joueurs font plus la différence avec la réalité, mais ça n'a rien donné. On n'a absolument aucune idée de pourquoi Marcus, qui est un étudiant banal,
a été découpé. Mais ça a vite avancé. Un peu en amont, près du stade d'Urjansvall, d'autres parties du corps ont été retrouvées dans des sacs en plastique avec des vêtements appartenant à Marcus. Plus important, le 2 janvier, un homme s'est rendu au poste de police. En gros, il explique que son fils de 47 ans lui a demandé dans la matinée 10 000 couronnes suédoises, soit à peu près 900 €. En gros, il a un comportement un peu suspect. Son fils, un chômeur alcoolique, devait également partir de la ville avec un autre homme de 28 ans qui, on le découvrira plus tard, a un petit passé criminel depuis 1989. Bref, c'est un comportement suspect qui a alerté le père, qui a vu passer l'affaire dans les médias. Et vous allez voir que c'est pas étonnant parce que la situation du fils est un peu inhabituelle. Les policiers vont enfin avoir un lieu clos et précis où enquêter, puisque l'homme va les amener directement chez son fils. Quand même moyen de poucave les membres de sa famille d'ailleurs. C'est un logement près d'un stade de foot, très propre, ce qui est étonnant car plusieurs toxicomanes y passent régulièrement. Nous pouvions garantir qu'ils nettoyaient et qu'ils utilisaient également du chlore. On comprit alors qu'il s'était passé quelque chose ici. C'est une indication en soi que quelque chose s'est passé. Vous ne nettoyez pas normalement avec du chlore. Les techniciens ont alors pu constater par des moyens qu'il y avait des taches de sang. C'est pas fini, les policiers vont faire une trouvaille qui va faire avancer l'enquête, tout simplement le corps. Ou plutôt le reste du corps. L'homme de 47 ans qui a déjà été condamné pour un délit mineur lié à la drogue et celui de 28 ans qui semble vivre ici aussi vont être arrêtés et passés en interrogatoire. Quant aux autres occupants de l'immeuble, ils sont pour la plupart soit pas en état de parler à la police, soit ils refusent de le faire. Pour les enquêteurs, ça semble être un meurtre imprévu, étant donné que tout a plus ou moins été fait à l'arrache, dans la panique. Et les témoignages vont donner raison à cette théorie. Il semble que le 28 décembre, Marcus avait travaillé jusqu'à 21 h dans le vidéoclub et avait ensuite fait le tour de la ville. Il est allé dans plusieurs bars et il a rencontré le suspect de 28 ans dans un d'eux, le Terminalen. Ils ont bu plusieurs bières ensemble et finalement, la soirée avançant, ils sont allés dans l'appartement que la police a fouillé. L'autre homme, celui de 47 ans, était à ce moment-là, lui, chez un ami. Pourtant, il a admis le meurtre de Marcus, contrairement à son acolyte de 28 ans. En gros, ce dernier se serait endormi sur le canapé après avoir fumé de la weed, alors que 47 ans était de retour. Il aurait paniqué en voyant Marcus chez lui, la situation aurait dégénéré et il se serait battu. Une lutte aurait alors commencé et Marcus aurait été frappé à coups de manche à balai, notamment au crâne. Puis l'homme de 47 ans se serait saisi d'un couteau pour le poignarder. Il aurait ensuite enroulé ce qu'ils ont appelé un ruban de marquage, du scotch, et une ceinture autour de son cou. Il l'aurait ensuite découpé à la scie et avec une genre de hachette à viande. L'homme de 28 ans se serait alors faufilé en dehors de l'appartement pendant la bagarre, se rendant alors chez ses parents, mais comme il était tôt le matin, personne ne lui a ouvert. Il sera alors revenu à l'appart alors que Marcus était déjà mort et démembré. Après être allé vomir dans la salle de bain, il aura alors aidé à transporter des parties du corps. Le corps a été traîné dans la salle de bain et caché sous une bâche. Plusieurs morceaux ont été jetés dans la Nissan alors que 47 ans allait sortir son chien. Il aurait dû lui donner à manger, ça aurait été plus simple. D'après le médecin légiste, Marcus est mort à cause d'étranglement, de coups de pied ou de coups de couteau et il aurait essayé de se défendre. Les versions ont été maintenues pendant les procès, mais malgré tout ça, on n'est pas vraiment sûr que c'est bel et bien 47 ans le coupable, bien qu'il ait lui-même avoué le meurtre. Beaucoup de gens pensent que le tueur court toujours. Le suspect qui a été condamné pour le meurtre a dit qu'il avait que de vagues souvenirs de la scène. Je me souviens juste que j'ai frappé et frappé et frappé. D'après son avocat, Kyle Lindström, au fur et à mesure que le procès avançait, il est probablement devenu de plus en plus conscient qu'il n'était pas l'agresseur. Il était mal en point quand je suis entré en contact avec lui, abstinent, etc. Il a fallu plusieurs semaines avant qu'il ne se remette. Pour ainsi dire, il voulait admettre l'acte depuis le début et l'a également fait devant les tribunaux de district. Mais je me suis prononcé contre cette reconnaissance. Cependant, d'après un chauffeur de taxi, 47 ans serait rentré chez lui vers 6 h, mais des bruits de lutte, des coups contre les murs, les meubles et le sol auraient été entendus par des voisins dès 4 h 30, avec également l'homme de 28 ans criant « Tu comprends ?» Ils ont pas dû bien dormir. En fait, mes voisins doivent croire que je tue des gens. On a aussi le témoignage d'un vendeur de journaux qui a entendu un cri déchirant vers 4 h 30. L'homme de 28 ans n'a aucun alibi étant donné qu'il est parti soi-disant chez ses parents et que personne lui a ouvert. Il a cependant appelé un ami à l'aide après le meurtre. Celui-ci serait entré dans l'appartement, aurait vu Marcus à moitié découpé, à la scie à métaux dans le salon et aurait fui pour pas être impliqué. L'homme de 47 ans a écopé lui de 9 ans pour meurtre et atteinte à l'ordre public. Il a cependant été gracié après 1 an car il était en phase terminale d'un cancer du foie et est mort peu de temps après à l'hôpital. Son camarade de 28 ans a reçu 1 an et 9 mois de prison pour protection aggravée d'un délit criminel lié à la drogue. Il vit aujourd'hui dans l'ouest de la Suède. Ce qui a choqué la Suède, car oui, il a fait très médiatiser tout ça, c'est qu'à la base, il y avait eu des peines de plusieurs années, mais que, avant l'appel, personne n'avait été condamné pour meurtre. Puis, après le deuxième jugement le 7 juillet, seul l'homme de 47 ans a été condamné pour ce motif, malgré la fragilité de son témoignage, les nombreuses incohérences et le rôle de son camarade un peu flou. C'est la position de la procureure, une certaine Ingela Sørgaard, putain les noms les
Vega qui aurait influencé le procès dans cette direction, et ce d'après la famille de la victime. Une chose est sûre, même 20 ans plus tard, on sera jamais sûr de ce qui s'est passé ce 27 décembre 2002 à Amsterdam. Pour notre dernière histoire, nous nous rendons à Skövde, une ville de 34 000 habitants au centre de la zone habitable de la Suède, entre les lacs de Vänern et Vättern, une petite zone rurale typique du pays. C'est là que vit Lisa Holm, elle aussi chez ses parents. Elle a 17 ans et travaille pour l'été un peu plus loin vers un des deux lacs, à Blumberg, dans un café. Le tout afin de profiter de l'été pour se faire un petit peu de thunes et se payer des nouveaux trucs. Elle adore voyager, c'est la seule chose qu'elle connaisse, et elle veut aller en Australie pour étudier l'architecture locale. Extrêmement timide, elle peut être assez troublée dans une situation inhabituelle et irait pas parler à des inconnus. Nous avions une relation très étroite avec nos enfants, dans notre famille. Lisa me ressemble beaucoup quand j'étais jeune. Extrêmement timide, dans une nouvelle situation, mais si c'est une situation confortable, elle l'accepte sans détour. À 18h23, elle envoie un message à son père pour l'informer qu'elle va partir avec son incroyable cyclomoteur. Et 4 minutes plus tard, elle l'appelle par accident. Son père entend plusieurs bruits de voix différents avant que l'appel ne soit interrompu, dont une, voire deux, masculines et celle de Lisa disant « c'est clair ». Mais elle ne se présente pas et la soirée passant, son père décide de se rendre directement à son travail pensant qu'elle y est toujours. C'est en pratique que pile le jour où elle est disparue, elle ait envoyé un message pour dire qu'elle revient. Qui fait ça, sérieux? Mais tout ce que le père a trouvé en arrivant, c'est les clés sur le contact du cyclomoteur. Il a appelé le propriétaire du café avec qui il a fouillé les environs sans rien trouver. La police est donc arrivée à 21h47 et la disparition a été signalée. Elle est arrivée sur les lieux avec aussi des patrouilles canines, un hélico et des militaires. Il y a eu énormément de recherches, l'affaire a fait plus parler d'elle que celle de Caroline. Il y a eu carrément 900 volontaires. C'est même la plus grande recherche de personnes disparues par des volontaires de l'histoire de la Suède. Ouais, il y en avait pas autant quand c'est moi qui ai disparu. Le café a été fouillé, puis le bâtiment d'en face et d'autres des environs. Les policiers suédois ont finalement trouvé en face du café un gant appartenant à Lisa. Le 9 juin, le long d'une route de gravier, d'autres trucs de Lisa ont été trouvés petit à petit par les différents groupes de recherche. Des reçus, des billets, la carte d'immatriculation du cyclomoteur, les clés de sa maison, une veste et un casque. Ouais, on n'a pas tout retrouvé d'un coup, c'est la meuf, elle a semé des affaires derrière elle. Mais c'est intéressant parce que la petite route de gravier est le genre de petit chemin que seul un habitant de la région aurait trouvé. Le 10 juin, la zone de recherche a été élargie, sa coque de téléphone et ses boucles d'oreilles ont été retrouvées dans une grange, plus ou moins désaffectée, à plusieurs kilomètres. Et même un peu plus tard la nuit, le corps de Lisa Holm a été retrouvé dans un atelier. Il était dans une armoire trouvée par une scientifique médico-légale venue s'occuper de la coque de téléphone trouvée à proximité. C'était fructueux. Et c'est à ce moment-là qu'un profilage a été fait pour comprendre un peu quel genre de personne aurait pu l'agresser si elle l'a été. Donc apparemment c'est quelqu'un qui connaît déjà les lieux, il y a une certaine organisation. Et le 12, des membres de l'association Missing People Sweden sont allés fouiller un peu plus loin, dans les environs d'une ferme. Mais 2 personnes sont arrivées en voiture pour dire que la zone avait déjà été fouillée par les militaires dans un anglais croustillant, ce qui est déjà assez suspect, on va pas se mentir. Les bénévoles ont dû appeler la police et ont continué à fouiller. C'était 2 frères lituaniens qui ont été gardés aux frais en tant que principal suspect. Surtout que dans cette ferme, on a retrouvé une veste et un casque qui furent identifiés plus tard comme appartenant à Lisa. Dans un tas de riz. Me posez pas de questions. Concernant la trouvaille du corps, il est impossible de savoir précisément l'heure du décès. Il semble que Lisa ait été pendue ou étranglée à cause des marques sur son cou. Le tout dans la partie laiterie de la grange. Après, il y a des textes qui disent que c'est un atelier, je sais pas. Elle a également du ruban adhésif qui lui couvre la bouche. Et le motif est clairement sexuel, malgré que l'autopsie ait révélé que Lisa n'a pas été abusée. Ce qui explique évidemment que les vêtements soient éparpillés partout. Bon, d'habitude, j'évite ce genre d'affaires, mais Oh, pardon. Le meurtre a été extrêmement grossier et brutal. La fille a dû ressentir de la peur, de l'effroi, de l'angoisse de la mort. Et l'enquête va pas être très dure parce que la scène est pleine d'ADN. Je vous passe les détails, mais elle a été prélevée sur 10 endroits différents. Aucun ADN n'a débouché sur un profil inconnu. Il s'agit de l'ADN d'un certain Nerigius Bellivicius, un lituanien de 35 ans qui vit à Blumberg. Tiens, c'est un des 2 frères lituaniens, celui des 2 qui lui aura dit de fouiller ailleurs. Il vit en Suède depuis 3 ans et il est même en couple. Le coupable serait-il encore un citoyen d'un incroyable pays d'Europe du Nord? Bon, dans le même genre, je préfère quand même l'Estonie. Comme par hasard, un témoin, son voisin, l'a décrit comme donnant une impression de nervosité et de dépression la semaine qui a suivi le meurtre. Alors j'ai trouvé quelques lignes sur son passé et il y a rien. Il a grandi dans une famille normale avec son frère et ses 2 parents, sans violence. Il est devenu père à 21 ans, mais s'est séparé avec la mère de l'enfant dont il a plus ou moins perdu le contact. Il avait commencé à étudier à l'université, mais s'est arrêté pour commencer à travailler. Il est maintenant depuis 2 ans en Suède et bosse pour une entreprise de construction lituanienne et gagne bien sa vie. Il est calme,
Sensible, sympathique, serviable, travailleur, ponctuel, méticuleux, créatif, inventif. Il n'a jamais été ivre. Il est incroyablement bon. Il aime pêcher, lire des livres, regarder des films et jouer aux jeux vidéo. Les enquêteurs n'ont pas trouvé d'agressivité ou d'impulsivité anormale chez lui, pas spécialement d'appétit pour l'argent, et aucun trouble mental. A priori, il connaît pas Lisa Holm plus que ça. Il a vécu un temps en Angleterre où ses empreintes ont cependant été prises par la police locale à cause de conduite en état d'ébriété, ce qui permet à la police suédoise de les récupérer s'il y en a pas sur la scène de crime. À part ça, il a aucun antécédent, en particulier lors de ses 3 ans passés en Suède où il a vécu ensuite, et ce tout en continuant à aller voir sa mère en Lituanie. Ça doit être faux. Ça ne peut pas être comme ça, et c'est injuste. Il n'aurait pas pu faire ça. Il n'a pas été élevé de cette façon. Comment puis-je maintenant informer mon mari malade et ma mère de cette décision ? Nous sommes à la merci de Dieu. Personne ne nous aide. Et ce Neri Just n'a absolument aucun alibi pour le 7 juin entre 18h et 20h. Il a juste dit qu'il jouait aux jeux vidéo à ce moment-là. Et de la porn somme toute exotique a été retrouvée dans son PC, ce qui veut rien dire, mais par contre vers 19h, on sait qu'il est allé s'acheter des pizzas et des clopes dans une boutique du coin. C'est un client régulier. L'ADN a été retrouvé sur des morceaux de corde, des vêtements de Lisa, carrément sous forme de sang et de cheveux. Entre autres. C'est vraiment le pire criminel, il laisse beaucoup trop d'indices. On dirait qu'il a pas compris qu'il avait pas le droit. Cependant, c'est plus compliqué de faire un lien entre l'ADN et le meurtre, car il n'y a pas d'ADN sur le corps en lui-même, et que Neri Just aurait travaillé dans cette ferme. Ce qui peut justifier la présence de son ADN sur la corde par exemple. Surtout qu'à cause d'une maladie de peau, il a tendance à saigner facilement. Concernant l'ADN, il aurait juste répondu face au juge « Je ne sais pas, je ne suis pas un expert ». Lors du procès, Neri Just a aussi été reconnu par un témoin. La veille de l'enlèvement, elle l'aurait croisé en faisant son jogging entre Kelby et Blumberg, je sais pas prononcer. Il lui a demandé la route pour se rendre dans un petit village nommé Medelplana et elle l'a aidé pour lui montrer le chemin avec son téléphone. Sauf qu'après, il l'a mise assez mal à l'aise en l'invitant à monter dans sa voiture pour qu'elle lui montre son chemin sur sa carte. Nice, c'est pas du tout louche. Ses proches ont eu aussi des petits soucis. Son frère, qui a été soupçonné lui aussi d'avoir commis le meurtre, et sa femme de l'avoir protégé, bien qu'elle ait refusé de témoigner lors du procès. Elle a plutôt essayé de lui trouver un alibi dans les premières heures de l'enquête en disant qu'il était à la maison à ce moment-là. Mais finalement, elle s'est rétractée. Les deux n'ont finalement pas été jugés. Après avoir été gardés au chaud par la police quelque temps, tous deux sont rentrés en Lituanie et ont refusé de témoigner pendant le procès. Et après ça, elle a même quitté Neri Just. Ce que je retrouve beaucoup dans tous les articles que j'ai lus, c'est que le tribunal a été encore plus marqué car Neri Just s'est en plus attaqué à une personne sur laquelle il avait un certain avantage physique. Mais c'est pas inhabituel, vu que c'est le cas pour chaque fois que la victime est une femme. Pendant la suite du procès, l'avocate du Lituanien a parlé d'un complot de la police contre son client et a fait le parallèle avec un potentiel cambriolage qui se serait déroulé chez Neri Just. C'est assez fantaisiste, j'ai rien compris. En réalité, il a rien à dire sur sa défense. Neri Just Bilevicius a commis une attaque sournoise sur un lieu qui, à l'époque, était relativement désolé, et cela contre une personne qui devait être sans méfiance et qui n'avait aucune possibilité de s'échapper. C'est une strate assez connue que la défense a employée, insister sur les quelques doutes qu'il soit 100% coupable, parce que ça aurait pu être son frère par exemple, et sortir des témoignages de gens qui disent du bien de lui. C'est aussi pour ça que souvent les meurtriers sont décrits comme des gens tout à fait normaux et sympathiques. Je ne peux pas imaginer qu'il soit coupable. On a aussi un témoignage plus utile, celui de la femme de l'ancien employeur de Neri Just, qui dit l'avoir vu devant chez lui à 18h15, ce qui prouve pas grand chose. Pour rappel, Lisa a envoyé son dernier message à 18h22. L'hypothèse la plus probable est qu'il ait agressé Lisa près du café, puis transporté son corps jusqu'à la grange. Et en vrai, ça aurait pu être une bonne cachette si la coque du téléphone et les boucles d'oreilles avaient été mieux cachées. Et il a été finalement condamné à perpétuité avec aussi des dommages et intérêts à verser, puis transféré en Lituanie en 2017. Alors c'est lui qui l'a demandé pour se rapprocher de sa famille, et parce qu'il s'est fait tabasser en prison en Suède. Enfin, plus jeter du café chaud au visage, d'après ce que j'ai bien compris. Ce qui est ironique vu où travaillait Lisa. Et là-bas, il a fait un appel qu'il a gagné, faisant réduire sa peine à 15 ans, mais au bout d'encore un an, sa peine a été remise à la perpétuité. En réalité, tout ça, c'était qu'un stratagème pour essayer de réduire sa peine. En dehors de certaines idées foireuses, genre que les policiers aient appliqué une pression psychologique sur le suspect et que ça ait pu fausser ses déclarations, l'avocat a également dit que c'était pas 100% sûr que c'était lui, malgré l'ADN. Neri Just aurait juste pu déplacer le corps par exemple, ou eu des contacts antérieurs avec la victime selon les versions, ou simplement pu toucher la corde qui a ensuite servi à l'étrangler. Mais du coup, ça pose beaucoup trop de questions. Qui a tué? Comment Neri Just s'est retrouvé là? Est-ce qu'il est de mèche? Pourquoi il leur a demandé de pas fouiller? Pourquoi il aurait déplacé le corps? On n'a aucune réponse et de toute façon ça a servi à rien. Il y a beaucoup de mystères sur cette affaire vu que Neri Just a rien avoué. Comment a-t-il enlevé Lisa? Dans quelles circonstances? Comment ça s'est passé? Tant de questions qui resteront probablement sans réponse. Et honnêtement, j'aurais pu faire une vidéo de 30 minutes sur cette affaire. C'est ainsi que se terminent nos 3 histoires macabres. J'espère que vous aurez quand même aimé ce temps passé en ma compagnie. Je vous dérange pas plus, faites des vues, salut!